Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, un oublié de la campagne de l'Inde. Bernard-Marie Boudin de Tromelin, après une honorable carrière de 35 ans, fut en 1784 à l'issue de la guerre d'Amérique, rayé des cadres et jeté à la porte de la marine par suite des rapports virulents de son chef d'escadre, Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez. Celui-ci critiqua sans mesure l'attitude négative de plusieurs de ses subordonnés, dont la sienne, durant la campagne des Indes. Or leur comportement relevait assurément de l'incompréhension, peut-être mêlée d'une certaine hostilité, mais sûrement pas d'insubordination. Jusqu'à sa mort en 1815, Tromelin n'eut cesse de réclamer justice. Il demanda vainement que sa cause soit examinée en profondeur, ce qui n'eut jamais lieu. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire. Les capitaines de l'escadre de l'Inde, commandés par Suffren du 9 février 1782 jusqu'à son retour à Toulon le 26 mars 1784, ont donc fait l'objet de jugements péremptoires. S'appuyant essentiellement sur les rapports de ce général, ils méritent d'être nuancés. La vindicte publique a désigné Bernard-Marie Boudin de Tromelin comme principal coupable des demi-succès de son chef. Ce Breton fut à l'époque considéré comme un horrible cabaleur, adversaire systématique du héros. Le comportement de cet officier a-t-il été aussi négatif que de nombreux historiens, souvent se recopiant, l'ont écrit ? Compte tenu des bons antécédents de notre personnage, il paraissait essentiel d'approfondir la question. Vers 1840, l'amiral Lalande, qui fut le plus grand manœuvrier d'escadre qu'on ait jamais connu, répétait « Le premier devoir d'un chef est de se faire aimer car s'il n'est pas aimé, il n'est ni compris ni suivi. » En 1934, Henri Malot, écrivain et archiviste, suivant l'opinion qui prévalait alors de l'intouchabilité de Suffren, traîne véritablement Tromelin dans la boue et l'infamie dans un terrible article de 26 pages publié dans les Communications et Mémoires de l'Académie de Marine. Il est vrai que Malot, secrétaire de la section historique, est alors en bonne compagnie dans cette très honorable assemblée où l'héroïcisation programmée de Suffren était soigneusement entretenue et propagée par l'amiral Castex. Curieusement, il est quand même parti, tout comme nous, du mémoire apologétique et des mêmes documents d'archives que nous avions retrouvés. Bien qu'ayant connu son travail dès le départ de notre recherche, nous l'avions mis de côté en raison de son caractère polémique et nous ne l'avons étudié qu'au final en détail. Malot paraît avoir eu accès à un texte qu'il intitule Le Journal de l'Hannibal, texte légèrement différent du mémoire apologétique imprimé, que nous avons utilisé, publié en 1790. Il diffère aussi de l'extrait manuscrit de ce mémoire apologétique, joint à la lettre du 30 avril 1792, destinée à Dubois, chef du bureau des officiers de la marine. Les citations d'Henri Malot peuvent faire penser qu'il aurait eu sous les yeux, soit un brouillon soit une copie de la première version du mémoire. Malheureusement et très curieusement, alors que concernant Suffren il donne ses cotes des archives nationales, qui sont une petite partie de celles que nous avions consultées et vérifiées, il ne cite à aucun moment la source de ce qui serait le journal de l'Hannibal, dont il tire de longues phrases, soi-disant de Tromelin. On peut même se demander s'il n'y a pas réécriture, car on est dans une époque d'avant-guerre, où l'approche scientifique n'était pas encore si démarquée de l'écriture romanesque maritime dans laquelle la Varande et même Paul Chac avaient été maîtres. Son approche est sérieuse, mais son texte n'est pas exempt de lourdes erreurs. Par exemple, il avance que Tromelin serait né en 1740, au lieu de 1735, ce qui l'aurait fait servir au régiment du Limousin à l'âge de 7 ans, alors qu'en réalité il y fut à 15 ans, âge plus normal pour un cadet officier. Il annonce que Morard de Galles devait reprendre le commandement du grand Hannibal, le français, à réception des ordres du roi du 17 avril 1782. En réalité il prit le commandement du petit Hannibal, ex-Hannibal anglais. Aussi il attribue à Suffren le mérite d'avoir pris la route Grenier, pour se rendre aux Indes au départ de Port-Louis en fin 1781, et en fait un motif de cabale de ses capitaines. Or, cette décision n'a pas été prise par Suffren mais par Dorve, qui avait alors le commandement de l'escadre et qui possédait l'expérience de la région. Malot fait dire à Tromelin qu'il avait trouvé cette route dangereuse, ce qui constituait un motif de critique envers Suffren. Mais sa critique éventuelle ne pouvait s'adresser à Suffren,
puis que Tromelin était bien placé pour savoir que les ordres venaient de Dorve. Ce qui fait penser à une réécriture interprétative de Malo. L'article de Malo prouve aussi que selon les lunettes que l'on chausse, on n'obtient pas la même lecture. De notre côté, pour éliminer un éventuel défaut d'indulgence envers Tromelin, notre compatriote breton et morlaisien, nous avons toujours privilégié une lecture technique, maritime et militaire des faits. La recherche historique, archéologique, ethnographique, se fit depuis plus scientifique et surtout moins liée à la situation politique précédente. Bien sûr, il y eut nouvelles donnes et nouvelles idéologies, mais aussi des efforts beaucoup plus conséquents vers l'objectivité et la critique des sources. En 1975, l'ingénieur géographe en chef du CHOM, Robert Dognol, publia dans les Cahiers de l'Iroise un article où nous lisons. Nombre d'historiens, et aussi la marine jusqu'à nos jours, ayant absolument tenu à considérer l'illustre tropézien comme le Nelson français, la presque unanimité se fit pour déclarer que les demi-échecs des batailles navales dans les parages de Ceylan étaient surtout dus à ce malheureux Tromelin, chef d'une division et second du bailli, dont les manœuvres géniales ne comportaient en fait aucune originalité, comme nous croyons l'avoir démontré dans une conférence sur Tromelin et Suffren, prononcée à Paris, en 1973, au Centre de documentation historique de la Marine. Ce plaidoyer se proposait surtout de réfuter les reproches dont fut accablé notre très proche compatriote. En 1976, Roger Glachant dans son ouvrage sur Suffren écrit page 178 avec acidité au sujet de Tromelin. Sa démarche mentale apparaît dans le mémoire apologétique, qui sera imprimé par ses soins, après la fin de la guerre. Mais il faut y regarder de près. S'il l'a rédigé seul, vraiment il est bon psychologue et bon artiste aussi. 80 pages en beaux caractères, bien facile à lire, juste ce qu'il faut pour meubler un loisir de ministre. L'approche du lecteur, l'enchaînement persuasif des faits, tout cela est très réussi. Tromelin n'ignore pas que les petits détails visuels donnent beaucoup de crédibilité aux scènes racontées, surtout s'ils semblent amenés là sans qu'on y tienne. Il donne à ces scènes un air proche et vrai. Bref, plume en main, Tromelin s'entend à créer les atmosphères. Et probablement il parle aussi bien qu'il écrit. Son point de vue est l'équité même, voyons cela tombe sous le sens. Seule une certaine intensité d'égoïsme peut avoir cet accent convaincant. Nous-mêmes ne nous lancerons pas dans ce type de spéculation hasardeuse et de parti pris. Nous suivrons les affirmations du mémoire en les étayant ou éventuellement les contestant à partir de l'étude de sa biographie et de multiples documents originaux puisés dans les archives et dans les meilleures sources. En 1983, le professeur Jean Meyer écrit que Suffren n'a pas réussi à créer ce que les Anglais accompliront à partir de 1792. Établir entre l'amiral et les capitaines de ses vaisseaux la conformité d'idées et l'esprit de soutien réciproque qui peuvent seuls assurer la compréhension des intentions tactiques du chef. La grandeur du personnage en est réduite d'autant, car il ne suffit nullement d'être un tacticien ou un stratège de génie, encore faut-il réussir à imposer la confraternité d'armes. En 1989, une nouvelle lézarde apparut dans le mythe de Suffren avec la sortie dans les Annales médico-psychologiques du très important article du docteur Gustave Le Guaran de Tromelin, en compagnie de son collègue J. Allier sur la psychologie comportementale du grand homme. Les deux médecins concluaient à l'instabilité nerveuse pathologique du marin. Monsieur Le Guaran de Tromelin s'appuyait sur d'importantes recherches historiques qu'il avait longuement menées durant sa retraite. Enfin en 1996, le contre-amiral Caron sort son mythe de Suffren, ouvrage capital pour la nouvelle école, qui fera date comme le premier grand déboulonnage de la statue du commandeur. Évidemment des réactions épidermiques se firent jour chez des historiens, mais aussi dans la marine. En 2009, l'amiral Monac cite l'amiral Castex qui écrit « Il faut que rien ne résiste à Suffren. Il n'admet pas la contradiction. Ce sanguin est un volontaire comme de juste. De manière polie et gracieuse avec tout le monde quand il n'est pas contrarié, il devient féroce dès qu'un obstacle se dresse devant lui, dès qu'un autre homme entrave ses projets. Alors il ne connaît plus ni frein ni mesure. Il en vient même dans son comportement à formuler des appréciations qu'il regrette ensuite, car il n'a pas de rancune ni de haine à froid. » Rémy Monac croit, lui, que Suffren est capable de poursuivre d'une haine froide certains de ses adversaires.
Ne serait-ce pas ce qu'il ressort de son attitude envers Tromelin à l'encontre de qui il dissimula ses rancœurs, ne le blâmant jamais en face, mais l'accablant dans ses rapports adressés entre autres à Versailles. En 2010, Thomas Duchéron du Pavillon écrit dans son remarquable ouvrage sur son illustre ancêtre. Contraindre une armée ennemie à la fuite. Rester maître du champ de bataille, c'était gagner un combat. On retrouvera cette conception stratégique dans la politique menée par le cabinet de Versailles à l'occasion de la guerre de l'indépendance américaine, qui n'avait pas fixé comme objectif l'anéantissement des forces adverses, mais seulement de rappeler à nos voisins d'outre-Manche que la mer appartenait à chacun. C'est au service de cette stratégie que se mettait l'art de la tactique navale. Le symbole de l'évolution de la pensée stratégique ou tactique, on ne sait plus trop, au siècle suivant, est le bailli de Suffren dont le talent parfois le génie, la bravoure et l'audace ne sont pas discutables, même s'il était par ailleurs un moco, dur et souvent insupportablement injuste avec ses subalternes, un esprit indépendant et frondeur qui travaillait surtout à forger sa légende. Mais il y a tant de différences entre le combat de Praia et celui si classique de Gondelour, que l'on voit mal comment on a pu théoriser Suffren, car la véritable absurdité du siècle suivant est que des hommes qui se présentaient comme des stratèges ont voulu faire de ce marin inclassable une théorie. L'opposition entre Suffren et Tromelin est mise en relief dans presque tous les récits et œuvres des historiens de cette campagne. La majorité des auteurs a suivi sans hésitation l'opinion négative de leurs prédécesseurs envers Bernard-Marie Boudin de Tromelin. Chacun reprend les mêmes griefs sans étudier les responsabilités réciproques. Comme le dit Tromelin à son retour en France, il fut rayé des cadres de la marine sans procès, ni conseil de guerre. Malgré ses demandes réitérées, ni le roi ni les ministres ne voulurent examiner les faits, lui faisant porter la responsabilité du litige. Son procès était fait d'avance. Nous examinerons ces événements particuliers, avec un regard que nous espérons scientifique et distancié. Nous n'entreprenons pas ici de présenter une fois de plus la vie de Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez. Il s'agit pour nous de publier, in extenso, le très rare mémoire justificatif de Tromelin qui a servi d'épine dorsale à notre ouvrage et de réaliser la biographie de cet officier breton. Malheureusement, il a été impossible de retrouver un journal de bord, un journal de signaux ou un quelconque casernet provenant de l'Hannibal, le vaisseau de 74 canons commandé par Tromelin durant cette campagne. Les mémoires imprimées qui nous sont parvenues ne sont pas datées. Nous allons découvrir cette version. Le mémoire justificatif. À Monsieur le Chair de Fleurieux, ministre et secrétaire d'État ayant le département de la Marine. De la part de Monsieur le Chair de Tromelin, mémoire apologétique de Monsieur de Tromelin, ancien capitaine de vaisseau. Au début de la Révolution, ce document est envoyé par son auteur à Charles-Pierre Claret de Fleurieux, ministre de la Marine et des Colonies du 26 octobre 1790 au 15 avril 1791. C'est la première fois depuis les événements incriminés qu'une autorité supérieure consent à recevoir ces justifications détaillées et à les examiner. La Luzerne, un des ministres précédents, avait cependant accepté en 1788 de transmettre un placet au roi. Tromelin y sollicitait l'examen de son cas. Il ne produira aucun résultat. En 1793, bénéficiant d'une loi du 11 septembre 1791, il sera réintégré avec le grade de vice-amiral. Cette loi prévoit que les officiers qui sans démission volontaire ou sans jugement auront été arbitrairement privés de leur état ou suspendus de leurs fonctions, seront censés les avoir toujours exercés et en conséquence seront remplacés au rang et grade qui leur appartiendraient s'ils n'avaient pas éprouvé d'injustice. Quoique ne répondant pas aux conditions fixées par cette loi, Kerguelen de Trémarec, condamné à l'issue d'un conseil de guerre, profita aussi des temps nouveaux. Cet épisode n'a en rien éclairci le fond du problème, et une étude approfondie restait indispensable. Amertume. Nous lisons en exergue de ce mémoire. De B. de T. J'ai servi 35 ans ma patrie, quelle a été ma récompense? Un ennemi puissant m'a écrasé sous le poids de son crédit. Outragé, calomnié, privé de mon état, j'ai vainement demandé qu'il me fût permis de montrer mon innocence et de sauver ma réputation. Je ne formois qu'un vœu,
celui de pouvoir me défendre dans un conseil de guerre et d'y être jugé sans indulgence. Cet acte de justice, je l'ai sollicité auprès du roi comme une faveur, ma faible voix n'a pu frapper son oreille. L'auteur de ma disgrâce m'a voie fermé l'accès du trône. Faut-il donc que, victime impassible du despotisme militaire, je renonce à la douceur de me justifier? Ce sacrifice me coûtera peu, si les coups qu'on m'a portés n'avoient frappé que moi. Ignoré dans ma retraite, je tâcherai d'y oublier mes malheurs, esperluette le témoignage de ma conscience pourra suffire à mon repos. Mais la famille à qui j'appartiens gémit de mon humiliation. Je lui dois de paroître digne d'elle à tous les yeux, c'est pour elle que je sens le besoin de n'être pas cru coupable. C'est pour elle enfin que je me livre au jugement de l'opinion publique. Elle me vengera. L'intrigue et le pouvoir arbitraire n'abordent point ce tribunal incorruptible. Peut-être serais-je forcé de compromettre la mémoire d'un homme célèbre qui fut cher à la nation, qui se signala dans les mers de l'Inde et fit redouter à nos rivaux le pavillon François. Sans doute, il mérita par ses succès l'hommage de son siècle et la reconnaissance de son souverain, mais il aurait été plus grand, si aussi juste que brave, il eût fermé son cœur aux impressions de la haine. Au reste, ce n'est pas sa gloire que j'attaque, c'est mon honneur que je veux conserver. Nous appuyant sur ce document, nous allons exposer ultérieurement de quelle façon ces années ont été occupées. L'ennemi puissant qu'il ne nomme pas dans ces lignes, c'est évidemment Suffren. L'auteur est particulièrement blessé d'avoir été sanctionné sans même avoir été présenté à un conseil de guerre. Il déclare se livrer au jugement de l'opinion publique, ce qui signifie que son mémoire a été imprimé à un certain nombre d'exemplaires. Chapitre 1 Une vieille famille. Figure. Blason. Les boudins portaient de sable à l'épée d'argent en pâle, la pointe en haut, surmontée de 2 étoiles d'or. Ils avaient adopté l'ambitieuse devise « Ad sidera tanta ». Début du de B de T. Je suis né en Bretagne. Ma famille y est considérée. J'avais 6 frères qui tous ont servi avec distinction. 2 d'entre eux ont péri pour la patrie, les armes à la main. L'origine de la famille se trouve en Normandie dans le bourg de Tilly, évêché de Bayeux. C'est Jacques Boudin, sieur de Lompré, né à Verolles de Tilly, le 3 juin 1649, qui le premier vint s'établir à Morlaix, ayant acheté une charge de conseiller et secrétaire du roi. La famille demeurera ensuite dans cette dernière ville pendant plusieurs générations. Le père de notre personnage Jacques-Guillaume Boudin, seigneur de Tromelin, de Kergreis, de Lanuguis, de Kéralic, naquit à Morlaix le 7 novembre 1702, paroisse Saint-Martin. Il se mariera le 3 septembre 1726 avec Marie-Françoise Jacquette Le Duguel de Penanvern, née elle aussi à Morlaix, le 1er juillet 1710. Ils auront 16 enfants, 9 garçons et 7 filles. L'aîné sera officier au régiment Dauphin Cavalerie, le second prêtre, les 4 autres serviront dans la marine. Bernard-Marie Boudin de Tromelin fut baptisé à Saint-Mélène le 15 février 1735. Son père se montrant particulièrement prolifique, il naît 6e enfant. De 1736 à 1753, 10 autres vont suivre. Nous accent aigu numérons la liste impressionnante de ses 8 frères et 7 sœurs, dont beaucoup moururent en bas âge. 1er Nicolas Thérèse Bernard, 1727 à 1790. 2e Marie-Joseph, 1730 à 1808. 3e Laurent-Marie, 1731. 4e Marie-Jacquette, 1731 à 1742. 5e Olympe-Jacques, 1734 à 1735. 6e Bernard-Marie, 1735 à 1815. 7e Marie-Thérèse, 1736 à 1790. 8e Marie-Marguerite, 1737. 9e Maurice Jean-Marie Launay, 1740 à 1825, 10e Jacques-Cyprien Marie, 1741 à 1741, 11e Jean-Marie François Kergreis, 1742 à 1767, 12e Marie-Jeanne, 1743, 13e François-Marie Thérèse, 1745, 14e Florian Marie, 1746, 15e Jacques-Marie Lanuny, 1751 à 1798, 16e Marie Michel Monique, 1753 à 1754. Leur père, Jacques-Guillaume, mourut en 1777 à 75 ans, précédé par leur mère Marie-Françoise Jacquette en 1766 à 56 ans, certainement usée par ses multiples grossesses. Dans notre ouvrage, nous évoquerons dans leur ordre de naissance, essentiellement ces 3 frères ayant servi dans la marine.
L'un d'eux disparut rapidement. Il y a très souvent confusion entre les survivants dans les diverses publications. Maurice Jean-Marie Chevalier de Launay, né à Morlaix le 21 février 1740, garde-marine le 26 mars 1756, enseigne de vaisseau le 1er mai 1763, lieutenant de vaisseau le 1er décembre 1773, capitaine de vaisseau le 9 mai 1781. Il a été embarqué entre autres avec Bernard Marie, officier de grade supérieur, sur le Hanovre en 1758, sur le Greenwich, la Brune et la Sirène en 1760. Leurs carrières vont alors diverger. Pendant la guerre d'Amérique, il a essentiellement navigué outre-Atlantique. À la Révolution, il émigra. Il devint contre-amiral honoraire, sous la Restauration, le 31 décembre 1814. Il était resté lui aussi célibataire et décédera à Paris, le 17 septembre 1825. Jean-Marie François de Kergreis, né le 27 avril 1742, et garde de la marine le 16 janvier 1758. Il n'a pas été plus loin dans la hiérarchie, et décéda à 25 ans, le 28 décembre 1767, sur la barre d'Achem dans le chavirage d'un canot du vaisseau La Paix, à bord duquel il avait embarqué au mois de février précédent. Jacques-Marie Tromelin de Lanuguis naquit à Ploujean le 31 mai 1751. Il devient garde le 12 janvier 1766, lieutenant de vaisseau le 13 mars 1779. En 1776, à 26 ans, alors commandant la Dauphine, il avait ramené à l'île de France les 7 survivants des esclaves laissés à l'île de Sable, devenue l'île Tromelin, qui a déjà fait l'objet à l'époque de diverses publications. Ultérieurement, il commanda dans l'océan Indien, l'Argus en 1781 puis dans l'escadre de Suffren, la Sylphide, la Subtile, la Pourvoyeuse et le Saint-Michel. Il eut lui aussi quelques difficultés avec Suffren alors que, en novembre 1782, à bord de la Pourvoyeuse, il avait dû renoncer à s'emparer de 5 vaisseaux marchands anglais. Il se maria en mars 1784 avec Marie-Julie Charlotte Martin, créole née à Saint-Denis, île Bourbon le 25 août 1758. Étant rentré en France quelques années après la guerre, il émigre en 1792. Il est mort en mer sur le vaisseau de la Compagnie des Indes danoises, le Norge, le 4 décembre 1798. Il s'y était embarqué comme passager, sous le nom de Christian Tromelin, en tant qu'artiste peintre. Il partait pour prendre soin des affaires de la famille aux Mascareignes. Il eut 5 enfants mais est resté rapidement sans descendance masculine. Figure 2, Manoir de Lanuguis. 1. En 1740, son père Jacques ayant acquis de Jean Duplessis et son épouse Anne de Boisbossel, la seigneurie de Quatsereau, y installe sa famille dans un nouveau petit bâtiment se voulant château qu'il fait construire à peu de distance de l'ancien manoir du nom qui n'était plus qu'une ferme. Situé en limite ouest de Morlaix, faisant partie de la paroisse de Ploujean, cette belle propriété tout enclose de murs, ne comptait pas moins de 50 journaux de terre soit environ 25 hectares. Les bâtiments situés à l'est du domaine, côté ville, se composaient d'un grand corps de logis marqué à la façade d'une curieuse tour engagée, surmontée de créneaux, avec une aile plus étroite en perpendiculaire. Sa partie sud, plus ancienne, pourrait remonter à la moitié du XVIIe siècle. Des travaux ont été faits par le général de Tromelin au XIXe siècle, éventuellement avec des pierres provenant de l'ancienne mairie de Morlaix. Mais ce personnage célèbre ne peut être le bâtisseur du château qui figure déjà avec ses 2 ailes sur le plan de 1782 à 1784. La Herblinais signalait en 1908 sur une corniche extérieure des statuettes de 60 cm de hauteur, debout ou assises dans des positions amusantes, à l'ouest en granit, à l'est en bois, sans préciser leur origine. On remarquait particulièrement un petit homme à grande barbe, à cheval sur un bouc, tenant une fourche sur l'épaule évoquant immédiatement le diable. Plus loin au nord se situait le vieux manoir d'origine, de style Renaissance bretonne, avec une tour carrée à droite de sa façade, précédant une tour ronde, utilisée pour loger les fermiers. Il y avait aussi une chapelle à l'est, en dedans du mur de clôture. Ce domaine a vu les jeux enfantins de notre héros et de ses frères et sœurs avec leurs nombreux cousins et cousines. Figure 3. Le vieux manoir de Quatsereau à Morlaix. 1. Le temps du collège. Il commença probablement ses études au collège à l'âge de 9 ou 10 ans,
en 1743 ou 1744. Ses parents pouvaient l'envoyer au collège de Saint-Paul-de-Léon en la riche ville épiscopale, ou à celui plus proche de Morlaix. Pour le premier, une pension onéreuse chez un logeur aurait été obligatoire en raison de la distance. Le second plus modeste, nommé Crèche-Joly, situé dans une ruelle au-dessus du couvent des Jacobins, découlait d'une fondation privée faite en 1597 par le sieur Le Bihan de Penlé. Comme aucun autre mécène ne s'était manifesté, la ville avait dû supporter seule tous les frais engendrés par l'établissement. Elle contrôlait donc son organisation. La ville avait des moyens fluctuants selon les activités du port, les guerres, le cours des produits exportés. Aux époques favorables, la subvention municipale couvrait les frais et les rémunérations de 4 régents et 2 maîtres. Chaque régent dirigeait 2 classes, mais à des périodes où les fonds manquaient, il n'y en avait plus qu'un seul. Le niveau baissait un temps et le collège devenait une simple école préparatoire, où l'on n'enseignait que l'écriture et le latin. Les 2 manoirs de Quatsereau, l'ancien et le nouveau, s'élèvent toujours sur une grande pente de la rive trégorroise de la rivière de Morlaix, presque face à l'ancienne manufacture royale des tabacs sur l'autre rive. Le collège, actuellement propriété privée, sur une colline ensoleillée, domine le couvent des Jacobins d'où son nom breton de Crèche-Joly. Il se composait de 3 bâtiments délabrés dont 2 encadrant une cour pavée de 7 toises carrées, soit 13,64 mètres carrés. Dans le jardin situé sur la pente montante à l'arrière, il y avait une fontaine et 4 arbres, seul abri des élèves pour le soleil ou la pluie. Pour s'y rendre, les jeunes Tromelins pouvaient descendre sur le quai de Tréguier, le longer jusqu'à l'hôtel de ville, passer celui-là à gauche vers la place de Viarme, emprunter en remontant la pente raide de la rue Sainte-Marthe et obliquer bientôt à droite dans le chemin étroit et boueux de la rue Croix de la Lanterne, menant à leur but, ou éventuellement cheminer par les hauts de Sainte-Marthe. Il n'était qu'à une vingtaine de minutes à pied. Bernard-Marie et ses frères firent assurément partie des externes, même s'ils purent prendre leur repas dans une des pensions voisines. Le collège ne fut jamais important et ne reçut pas plus de 150 élèves au maximum, 100 en général, parfois 50. Bernard-Marie allait s'y frotter à toutes les classes de la société. L'établissement recevait en effet des fils de petits nobles et de bourgeois, mais aussi des élèves munis d'une attestation de pauvreté qui ne payaient rien. La scolarité, possible dès 9 ans, commençait en général à 10 ou 11 ans. Pour être accepté, il fallait déjà posséder la lecture, l'écriture, les bases de calcul, la grammaire, le catéchisme et le chant. Le cursus, long de 8 ans, comprenait les classes de 7e, 6e, 5e où l'on apprenait la grammaire. Celles de 4e, 3e et 2e étaient réservées aux humanités. La classe de rhétorique couronnait les études. Il fallait ensuite partir pour étudier philosophie ou théologie au collège de Saint-Paul-de-Léon ou de Tréguier. L'instruction religieuse était la base de l'enseignement dans les premières classes. On n'apprenait qu'un peu de français, aucune littérature, pas d'histoire, ni de géographie, ni en général de mathématiques. Cependant l'étude assez étendue des auteurs latins pouvait amener à ces disciplines et donner notamment le goût, ou dégoût, de l'histoire. Quand Tromelin entre au collège, un nouveau principal, l'abbé Paul Ozek, prêtre de la paroisse Saint-Mélène, est choisi en juillet 1743. Sous sa férule, le collège prospère et gagne en réputation. Soucieuse de progrès, la ville fit engager un professeur d'hydrographie et de mathématiques. Son cours était très prisé puisqu'en 1752 sa rémunération annuelle sera portée de 300 à 400 livres. Est-ce à son contact que naquit la vocation de Bernard-Marie pour les sciences exactes, indispensables aux militaires et aux marins? Tromelin a fait ses humanités à la période faste du collège de Morlaix, au moment où l'éducation dispensée par celui-ci était la plus brillante. Il en acquiert un esprit structuré qui sera remarqué à de nombreuses reprises. Il quitte le collège en 1748 à 13 ans, n'ayant sûrement pas suivi la classe de rhétorique, mais il n'a pas l'ambition de devenir avocat ou religieux et ne doit rêver que d'aventure comme beaucoup de jeunes gentilshommes de l'époque. C'était le temps où un jeune noble entrait soit dans une des écoles de cadets gentilshommes ou bien à celle des gardes de la marine, ou encore directement comme volontaire à bord. Chapitre 2, un bref passage dans l'infanterie. Suite du de B de T. Je sortois à peine de l'enfance qu'en 1747 j'entrai dans le régiment de Limousin.
Ces états de service signés de la propre main de Bernard Marie apportent une étonnante information. Il déclare être entré sous Louis XV au régiment de Limousin le 1er avril 1748. Dans son placet, il écrira 1747. Malgré son jeune âge, 13 ans et 2 mois, il aurait obtenu dans l'année le grade de lieutenant. Tout laisse à penser qu'il a omis ou oublié de le faire précéder du terme cadet. Il a participé au siège de Maastricht sous le commandement du maréchal Maurice de Saxe, dernière bataille de la guerre de succession d'Autriche, 1741-1748. Il fut réformé le 20 mars 1749. Il n'y avait rien là de personnel. Sitôt le conflit terminé, le ministre s'était empressé de dégonfler les coûteux effectifs. La France avait connu diverses victoires dont Fontenoy, mais le roi renonça à ses succès par le traité d'Aix-la-Chapelle. Son frère plus âgé, Laurent Marie, baptisé à Saint-Mélène le 8 juin 1731, servit lui aussi dans Limousin probablement en même temps. En 1748, il a 17 ans. Retiré du service, il sera ordonné prêtre et nommé prévôt de Notre-Dame-du-Mur de Morlaix de 1760 à 1784 ou 1785, date où il se démet. Il signe également en 1778 au décès d'une nièce comme vicaire général de Quimper. Comment les deux frères étaient-ils entrés dans ce régiment ? Très certainement grâce à un oncle, Bernard Boudin, sieur de Launay, fils de son grand-père, un autre Bernard. Baptisé le 19 janvier 1704 à Saint-Martin de Morlaix. Cet oncle était entré dans cette unité, comme cadet en 1722, à l'âge de 18 ans. Il devint enseigne puis lieutenant la même année. Il fut nommé capitaine le 3 janvier 1735, puis capitaine de grenadiers le 1er décembre 1747. Il commandait alors l'ancienne compagnie de grenadiers de Duverger qui prit son nom, du Launay. Il passa aux Grenadiers de France le 10 février 1749, puis revint comme capitaine aux Grenadiers dans Limousin, le 20 décembre suivant. Il devint commandant du 2e bataillon le 20 mars 1749, et y resta jusqu'en février 1762, date où il mourut à Avesnes. Il avait reçu la croix de Saint-Louis. Le régiment de Limousin, composé de 2 bataillons, avait été créé en 1622 sous le nom de Calvisson. Il se nomma ensuite Montpezat puis Bouligneux et enfin, en 1684, prit le nom de Limousin, 25e d'infanterie de ligne. Le duc de Nivernois en fut colonel de 1734 à 1744 puis le prince de Robec jusqu'à 1759, puis le comte de Miran, remplacé en 1762 par le marquis de Morbec qui était auparavant colonel à l'Île-de-France. L'uniforme était habit et culotte blanche, collet, veste et parement rouge, bouton jaune, patte ordinaire garnie de 4 boutons autant sur la manche, chapeau bordé d'or. Son frère aîné Nicolas Thérèse Bernard, 1727 à 1790, était aussi entré dans la carrière militaire, on lit qu'il fut officier au régiment Dauphin cavalerie. Le fils de ce dernier, neveu de Bernard Marie, sera le plus célèbre personnage de la famille. Le général Jacques-Jean-Marie François, 1771 à 1842, connu un temps sous le nom de John Bromley. Il poursuivit la présence familiale dans le régiment de Limousin. Après avoir été envoyé à 9 ans à l'école militaire de Vendôme, il entra au service le 10 février 1787 comme sous-lieutenant de remplacement dans Limousin, 2e bataillon du régiment compagnie de Beaufort, alors en Corse. L'avenir était prometteur. Mais l'ordonnance du comte Étienne de Brienne du 17 mars 1788, dans le cadre de ce qu'on appellera plus tard la réaction nobiliaire, exigeait 4 générations nobles pour passer en pied. Il ne pouvait plus envisager de carrière raisonnable, et fut réformé. Mais l'avenir lui sera plus favorable. Bernard Marie, lui, entre ensuite aux Gardes-Marines le 6 juillet 1750, à l'âge normal de 15 ans. Chapitre 3 – Un beau début de carrière maritime. Entrée dans la marine. Suite du de B de T. Réformé peu de temps après, je me frayai une autre route et je fus admis dans le corps de la marine en 1750. J'y montai rapidement de grade en grade. Esperluette, je suis devenu un des premiers capitaines de vaisseau. À 15 ans, le 6 juillet 1750, Bernard Marie entre aux gardes de la marine à Brest, recommandé par le marquis d'Aussambray, de même origine normande que sa famille.
Dans ses notes pour compte de 1750, il est indiqué comme jouissant d'une pension de sa famille de 600 livres. Son chef, M. de Chézac, lieutenant de vaisseau, le décrit comme suit. Petit jolie figure de l'esprit de l'application. Il réussit déjà au dessin et à la sphère, et travaille à la géométrie. En 1751, Tromelin est compté aux gardes du 1er janvier au 21 avril quand il embarque sur l'Illustre commandé par M. Dubois de la Motte. Il se rend à Saint-Domingue où le commandant débarque et devient gouverneur de cette île. M. de Kersin prend la place et ramène le vaisseau en métropole. Bernard-Marie retrouve l'école à partir du 20 novembre. En 1752, il y suit les cours pendant toute l'année. Sa compagnie est toujours commandée par M. de Chézac, maintenant capitaine de vaisseau qui, cette année, note tous les gardes. Tromelin est apprécié comme suit. Âgé de 18 ans, il est petit, de physionomie spirituelle, d'un caractère doux et poli. Il a de l'éducation. Il a bien réussi dans l'étude de la géométrie, sait la trigonométrie, la sphère, le pilotage, connaît les manœuvres et dessine bien. En 1753, il reste à la compagnie jusqu'au 15 avril inclus et séjourne sur le Bizarre, du 16 avril au 17 novembre 1753. Commandé par M. Ocar, ce vaisseau part de Brest le 4 mai pour le Grand Banc puis l'île Royale. Il est accompagné du Tigre de 50 canons et de la frégate La Tétis. Le 16 mai, le Tigre le quitte pour se rendre à sa destination particulière. La rencontre le 19 mai d'un bâtiment français pêchant sur le Grand Banc permet d'envoyer quelques lettres en France. Le 9 juin, dans la journée, on rencontre une trentaine de morutiers français. Arrivé le 15 juin en rade de Louisbourg, le bâtiment y reste jusqu'à son départ pour Brest le 14 octobre. Il y mouille le 11 novembre suivant. Cet embarquement est suivi d'un nouveau et long passage aux gardes de la marine, avant de reprendre la mer sur l'Améthyste. Il y reste du 15 avril au 31 décembre 1755. Ce bâtiment commandé par Dubois, lieutenant de vaisseau, fait partie de l'escadre de McNamara remplacé par Duguay dont le prédécesseur, malade, avait dû débarquer. Cette formation sortit le 4 juin et rentrée à Brest le 4 novembre 1755. La frégate suit sans éclat tous les mouvements de son escadre qui réussit à déjouer les entreprises anglaises. En 1755, Bernard-Marie figure pour la dernière fois aux revues de la Compagnie des gardes de la marine. Il y reçoit de M. de Chézac l'appréciation suivante. Assez petit, physionomie fine, aimable et intelligente. Appliqué à la géométrie, réussissant à tout, et particulièrement à la construction et au dessin où il excelle. Bon et grand sujet à tous égards. Notre garde de la marine est promu enseigne le 11 octobre 1755. Il va être nommé commandant des batteries de la côte de Bretagne depuis Morlaix jusqu'à Tréguier, en août 1756. Il attend un nouvel embarquement jusqu'au 2 février 1757 quand il rejoint la frégate de 24 canons, le Cumberland, où il reste jusqu'au 27 juin. Ce bâtiment, construit en Angleterre en 1744, était un ancien Indiaman pris le 21 juin 1747. Il a pour commandant du brosset du mât, et est utilisé en garde-côte. Tromelin y sert comme second. Le 13 juillet, du brosset du mât reçoit l'ordre de passer sur la frégate La Tétis. La corvette de 16 canons Hanovre, ex-Duke of Hanover anglais, ancien paquebot, prise en 1757, devait transporter à Saint-Domingue des paquets émanant du gouvernement. Monsieur de Farcy devait en prendre le commandement, mais son mauvais état de santé ne lui permit pas d'assurer cette fonction. Monsieur Duguay, qui après la croisière réussie de 1755, avait repris le commandement de la marine à Brest, désigne Tromelin pour y embarquer comme capitaine. Dans sa lettre au ministre datée du 29 juin 1757, Duguay rend compte de cette désignation comme suit. La santé de Monsieur de Farcy ne lui ayant pas permis de prendre le commandement du Hanovre, j'y ai nommé Monsieur de Tromelin qui est un jeune officier fort intelligent et rempli de zèle. Prêt en 8 jours, il appareille des réceptions de ses ordres. Avec lui se trouve le garde de la marine Tromelin de Launay, son frère. Ses domestiques sont Pierre le Beauzec et Yves le Gall. Ils vont comme lui y rester 3 mois et 18 jours. À son arrivée à Saint-Domingue, le Hanovre est désarmé et Bernard-Marie en débarque le 18 octobre.
Les provisions qu'il avait fait charger en vue d'une longue croisière lui restent sur les bras, et plus tard, M. Duguay sollicitera pour lui une indemnité compensatoire. Il passe à bord du Greenwich, vaisseau de 50 canons, ex-anglais pris par la division Beaufremont le 16 mars 1757 en vue de Saint-Domingue. Tromelin y embarque le 19 octobre comme enseigne de vaisseau à 50 livres et va y rester 2 mois et 22 jours percevant 136 L 13 S. 4D. Son frère Tromelin de Launay le suit. Un nommé Le Borgne lui sert de domestique. Le Greenwich, commandé d'abord par M. de Saint-Victoret, passe ensuite à M. de Foucault le 18 octobre 1757. Ce dernier y reste jusqu'à la perte du bâtiment, le 14 janvier 1758. La division, commandée par Coetnemperun de Kersin, était composée de l'Intrépide, de l'Opiniâtre, du Greenwich, du Sceptre, de la Licorne, du Sauvage et de l'Outarde. Ces bâtiments appareillent de Saint-Domingue le 20 septembre dans l'après-midi. La traversée sera difficile pour le Greenwich, dont le dernier carénage antérieur à sa prise datait de 2 ans. Il fait continuellement de l'eau et souffre du mauvais temps. Le 11 janvier 1758, le navire reconnaît l'île d'Ouessant à environ 3 lieues dans le Suroît et les roches de Port-Salle dans le Nordé, les vents étant de SO à eau après consultation des pilotes côtiers. Le commandant de Foucault décide de donner dans le chenal du Four pour rejoindre Brest. À 11h du matin par le travers de la Vinotière, un grain de pluie faisant calmer le vent, oblige à mouiller. Vers 7h du soir alors que l'on se disposait à appareiller, le câble casse. Il faut sans résultat, mouiller une seconde ancre puis une troisième. Le Greenwich est jeté sur l'îlette à la pointe de Kermorvan qui marque l'extrémité sud de l'anse des Blancs-Sablons. Le bâtiment va être entièrement brisé. Tout le matériel susceptible d'être récupéré le sera dans les jours suivants. Les 2 frères Boudin sont du naufrage. Ont-ils pu sauver leurs effets personnels? Bernard Marie passe comme second à bord de la Brune du 28 mai au 29 août 1758. Cette frégate de 12 est commandée par M. du Brosset-Dumas et utilisée en garde-côte. En avril 1758, les frégates La Brune et la Félicité accompagnées de la corvette Le Roi de Prusse, chargées d'escorter quelques commerçants sur la côte nord de Bretagne, ont été contraintes d'entrer à Morlaix. Dès le 11 septembre Bernard Marie suivant son commandant du Brosset-Dumas, est muté sur la Sirène, frégate de 6. La Sirène, appareil pour les Indes, probablement les Indes occidentales, en septembre 1758. La division de M. de Marnière comporte le vaisseau l'Achille, et les frégates le Zéphyr commandées par le comte de Grasse et la Sirène. Cette dernière a chassé au large de Sainte-Hélène 4 bâtiments de la Compagnie anglaise des Indes, mais Marnière et le comte de Grasse s'étant séparés dans la nuit, elle a été obligée de cesser la poursuite, n'étant pas en état de livrer combat seule. Elle combattit pendant 1h15 et prit un bâtiment anglais, à la latitude de la Martinique. Tromelin en débarque le 11 novembre 1759. Il ne sera donc pas présent à la tragique bataille des Cardinaux, qui a lieu le 20 suivant du même mois. 6 prames avaient été construites à Nantes en 1760 par Groignard et Cambry, l'Aglaé, la Charlotte, la Cunégonde, l'Élisabeth, la Fortunée et la Monique. Tromelin, désigné pour la Cunégonde, passe de Brest à Nantes pour participer à son armement. Ces petits bâtiments sont destinés à la proche défense côtière et doivent posséder des mortiers et des pièces de 36. Les mortiers impliquent la construction de plateformes spéciales pour leur installation. Sur 2 d'entre elles, cette plateforme n'a pas été installée. Finalement, ces prames ont descendu la Loire mais on ne savait qu'en faire, et elles rallièrent d'abord Saint-Martin-de-Ré puis l'embouchure de la Charente. Elles seront finalement condamnées à Rochefort entre 1765 et 1768. Du 7 décembre 1760 au 26 novembre 1761, Bernard Marie est sur l'Hermine. Commandée par M. de Montigny, elle fait partie de la division de M. Duguay-Lambert, lieutenant de vaisseau, composée en outre du vaisseau Le Courageux, de la frégate La Malicieuse commandée par Longueville. Tromelin fait fonction de lieutenant en novembre 1760. Justine Bonaventure Morard de Galles, alors enseigne de vaisseau, est aux mêmes dates sur l'Hermine. Ces bâtiments, après un séjour aux îles durant lequel les 2 frégates ont pris le 20 avril 1761 en une demi-heure de combat,
5 bâtiments armés en guerre et commerce ont fait relâche à la Havane avant d'appareiller de concert, le 24 juin pour le retour. L'Hermine a pris 6 commerçants dans la première partie de la traversée. Le 28 juillet Flore, une des Açores, est en vue. Le 14 août, après avoir aperçu la terre ibérique et découvert 2 voiles à 4h30, la division met toute voile dehors et prend chasse. Le soir, elle est à la latitude de Vigo. Le 15 à 5h du matin, le courageux signale d'engager le combat. Ce vaisseau, violemment pris à partie par l'Anglais et son commandant grièvement blessé, amène son pavillon vers 9h du matin. Amariné, il est conduit à Lisbonne, pays neutre, par son adversaire la Bellone de 76 canons. Duguay-Lambert rendra le dernier soupir peu après avoir été débarqué. Pendant ce temps, les frégates en lutte avec leurs homologues anglais réussissent à se réfugier à Vigo, malgré l'arrivée du vaisseau ennemi. L'Hermine a été dématée de ses grands et petits huniers, et du mât de perroquet de fougue. Plusieurs boulets ont frappé les bas-mâts. Ses vergues ont été coupées, tous ses haubans, galobans, bras, drisses hachés, ses voiles criblées. Monsieur de Montigny remarque que l'ennemi a toujours tiré à démater, alors que lui tirait en plein bois et parvenait à démonter les canons de son adversaire. Il rend compte de la conduite de ses officiers. Monsieur de Trémignon, mon second, s'attendait par son rang et son ancienneté à être du nombre des heureux avancés à la dernière promotion. Ses services continuels, ses talents, tout lui donnait lieu de l'espérer. Oserais-je vous prier de vous intéresser en sa faveur et pour Mrs de Tromelin et Coatilio, Lavilléon, de Galles, Charquetier et Dubois? Les 2 premiers joignent à beaucoup de connaissances du métier, le zèle le plus grand pour le service, et Monsieur de Coatilio, quoique d'une santé très faible, est acquitté de tous ses devoirs avec la plus grande exactitude. Il eut le malheur de recevoir un boulet au combat des 5 prises que nous avons faites sous la Béate Sic, qui lui brûla toute la partie de la chevelure du derrière de la tête, le renversa et lui causa une commotion si forte qu'il en vomit le sang et fut très longtemps malade. Mrs de Galles et Charquetier, gardes de la marine, ont rempli les fonctions d'officier avec une exactitude bien digne de leur faire accorder le brevet. Le premier a reçu une balle qui lui a effleuré la peau du ventre. Monsieur Dubois, lieutenant de frégate, a été tout brûlé dans cette dernière aventure, c'est un sujet qui mérite d'être employé. Le 26 septembre au matin, la Malicieuse et l'Hermine appareillent. Elles mettent à la voile par vent de SO, ayant pris un pilote pratique. En louvoyant pour doubler les dangers, le pilote à bord de l'Hermine demande à revirer beaucoup trop tard et trop près des roches. La frégate manque à virer et tombe sur les roches nommées la Mornaire. Le côté tribord enfoncé, le commandant de Montigny fait jeter les canons à la mer et porter une ancre sur l'arrière du bâtiment. Les pompes ne pouvant franchir la voie d'eau, tous les efforts se révèlent inutiles. Il fait alors couper les mâts et demande du secours. Resté sur place dans l'espoir de récupérer tout le matériel possible, il ne peut qu'assister au naufrage de son bâtiment sans perte humaine signalée. L'essentiel de l'équipage est rapatrié par la Malicieuse. Bernard Marie reste sans affectation jusqu'au 22 juillet 1762. Peut-être en profite-t-il pour passer quelque temps en famille. Morlaix n'est pas loin de Brest. À cette date, il embarque à bord du Sceptre, vaisseau de 74. Commandé par Marnière, il doit faire partie de l'escadre de Bossier de Lille. Celui-ci, avec 9 vaisseaux dont le Royal Louis et 10 transports, devait se diriger vers la baie de Tous les Saints et Rio de Janeiro, en représailles contre le Portugal, fidèle allié de l'Angleterre. Les troupes embarquées sont aux ordres du comte d'Estaing. En novembre 1762, l'expédition est annulée et les bâtiments désarmés. Tromelin est débarqué du Sceptre le 31 décembre 1762, alors que ce vaisseau était encore en attente à Brest. Le traité de Paris signé le 10 février 1763 met fin aux hostilités. La marine est exsangue. Tromelin est nommé lieutenant d'artillerie en premier, le 15 janvier 1763, avant d'être promu lieutenant de vaisseau le 1er mai de la même année. Il a 28 ans. Le 28 mars 1763, ordre lui est donné de passer à Dunkerque où il va être employé sous les ordres du chevalier Doisy et embarqué sur la prame La Christine. Il y reste du 28 mai au 6 septembre 1763. Il est le second de cette prame, commandé par Montigny de la Violaine qui est chargé de ramener à Brest les 2 prames, la Christine et la Thérèse. 12 prames avaient été mises en construction.
6 qui ont déjà été mentionnées ont été construites à Nantes, des autres 4 l'ont été à Bordeaux et 2 à Dunkerque, ces dernières en 1760 par Jean-Luc Olivier et Pierre Tugue. À fond plat, ces petits bâtiments étaient destinés à combattre dans des eaux peu profondes. Longue de 42 mètres et large de 12, avec un tirant d'eau de 2 mètres, elle devait posséder 20 pièces de 36 et 2 mortiers de 12 pouces sur une seule plateforme. C'étaient de mauvais voiliers inaptes à combattre dès que la mer se forme. Ces petits bâtiments seront utilisés comme pontons avant d'être démolis en 1783. Le départ de Dunkerque est retardé par le remplacement du mât de la Thérèse. Dans la nuit du 19 au 20 juillet 1763, la Christine a perdu une ancre dont le câble s'est rompu par suite d'un violent coup de vent. Ce câble a été remplacé par un de ceux de la frégate l'Harmonie, resté en magasin. Les 2 petits bâtiments mettent à la voile le 22 juillet à 9h du soir. La traversée est marquée par une relâche à Plymouth et un dématage lors de l'atterrage sur l'île d'Ouessant. Après l'arrivée à Brest, le 5 septembre, les équipages débarquent le 6. Morard de Galles est embarqué à Dunkerque sur le même bâtiment que Tromelin, le 1er juillet 1763. Ils en débarquent tous deux, à Brest, le 6 septembre suivant. La paix règne et les embarquements sont rares. Est-ce la raison pour laquelle Bernard Marie reste, selon ses états de service, à Brest de 1764 à 1767, apparemment sans affectation, jusqu'à sa nomination au commandement de 2 compagnies d'apprentis canonniers du département de Brest le 1er janvier 1767. Il n'exercera pas réellement cette fonction du fait de son proche départ vers les Mascareignes. Présent, il peut partager avec sa famille le deuil de leur mère Marie-Françoise Jacquette Le Duguel de Pénanvern, décédée à Ploujean le 31 décembre 1766. Il se rend à Coetzero où il signe, le 6 décembre 1767, l'acte de partage des biens de sa mère. Ce partage s'effectue entre son père Jacques-Guillaume et ses fils et filles. Les présents sont Nicolas-Thérèse Bernard, Laurent-Marie et Bernard-Marie, et les filles Marie-Joseph et Marie-Thérèse. Les 3 officiers de la marine, Maurice Jean-Marie, Jean-Marie François et Jacques-Marie, étant en mer, sont représentés par Bernard Léquin, praticien à Morlaix. Tromelin est désigné pour prendre le commandement de la flûte la Normande, à destination de l'Île-de-France et va être chargé des travaux nécessaires à l'aménagement du Port-Louis. Cette baie avait bien besoin de devenir un abri susceptible de résister aux tempêtes tropicales fréquentes sur cette île. Nous ignorons quelles sont les raisons qui l'avaient fait désigner pour une tâche aussi importante. Il est nommé au commandement de cette flûte dès octobre 1767 et passe à Rochefort le 29 décembre 1767. Chapitre 4 – La Normande vogue vers l'Île-de-France. Tromelin est dans un premier stade, à bord de la flûte la Normande, chargé de convoyer un premier lot de matériel destiné à ses travaux. Il prend son commandement à Rochefort, lors de son armement. Elle y a été construite en 1759, et vient d'être refondue. Un équipage réduit va la conduire à Lorient pour être chargé et embarquer des passagers civils et militaires. Les rôles d'équipage nous donnent de bonnes informations sur ce que va être la traversée. Le jaugeage de ce bâtiment et l'état du chargement complètent la documentation sur le voyage. L'armement débute le 22 décembre 1767. La revue passée le 29. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.